Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un moment aussi très agréable puisqu'on reçoit aussi des élus des communes voisines. Et ce soir est représentée la région avec André Lubrano, que tout le monde connaît évidemment dans le Bas-Saint-Thau, le département représenté par Sylvie Pradel. Sont représentées aussi les communes de Frontignan, Sète, Poussat, Loupian, Montbazin, Vic-la-Gardiole, Bouzigues évidemment, Bouzigues. Hier le maire de Poussat m'a oublié, alors qui c'est que j'ai oublié encore? Metz évidemment. Je n'ai oublié personne. Loupian. Ah bon, 2 fois, mais il vaut mieux le dire 2 fois que pas être. Voilà. Depuis le 1er janvier 2017, le nord et le sud du bassin de Thau ne forment plus qu'un seul et même territoire. Cette fusion voulue par la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, et anticipée par la CDCI, Commission départementale de coopération intercommunale, vise à donner plus de poids à l'intercommunalité dans la nouvelle région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Cette aglopole archipel de Thau, je me reprends parce que c'est tellement long que j'ai oublié un mot. Cette aglopole Méditerranée, archipel de Thau, mais maintenant on va raccourcir et on va dire la SAM, est constituée de 14 communes. Avec plus de 126 000 habitants, la SAM est la première intercommunalité de l'Hérault, derrière la métropole de Montpellier. Pour Gijan, c'est un nouveau positionnement au sein de cette grande agglo. Jusqu'à présent, nous étions à la périphérie, ce qui n'était pas un avantage. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la nouvelle entité et proches de nos voisins de l'ex-CNBT que nous connaissons parfaitement et avec qui nous avons des collaborations très anciennes. Avant de faire le bilan de l'année écoulée, je ne peux pas éluder les questions nationales qui vous préoccupent et qui ont des incidences sur la vie communale. Les premières mesures du gouvernement ont entamé la confiance des élus locaux. Le gouvernement a porté de 10 à 13 milliards d'euros l'effort de gestion demandé aux collectivités territoriales sur la mandature, alors que les collectivités sont à saturation après des années d'efforts pour contribuer à l'assainissement des finances publiques. Or, les collectivités ne représentent que 9,4% de la dette publique, la sécurité sociale 10% et l'État 80%. De plus, les collectivités sont les seules à avoir apporté une contribution nette à la réduction du déficit public ces dernières années, contrairement à l'État. La suppression progressive de la taxe d'habitation pour 86% des familles gijanaises ne rassure pas les élus. L'État assure qu'il compensera à l'euro près la suppression de la taxe d'habitation. Mais le dégrèvement n'offre une garantie de compensation que pour une année. L'État, pourtant, pouvant transformer ce dégrèvement en une dotation de compensation dont il maîtrisera le montant. Même si tout le monde reconnaît les inégalités liées à cet impôt, sa suppression rompt le lien entre le citoyen et la commune et remet en cause le principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités. La suppression des contrats aidés pour notre commune alourdit la charge du personnel avec l'établissement de contrats à durée déterminée. Ces contrats aidés, pourtant, étaient l'ultime levier d'insertion pour des personnes en grande difficulté. Pour conclure, ces différentes mesures gouvernementales pourraient engendrer de graves conséquences sur les territoires et notamment sur les services aux habitants
et les investissements publics. Autre sujet d'inquiétude pour notre pays, la menace terroriste. Sur instruction de la préfecture, les communes sont obligées de mettre en place des dispositifs de sécurité pour l'organisation des diverses manifestations. L'ambiance festive et insouciante s'en trouve altérée. Les participations s'en ressentent et tout ceci a un coût non négligeable. Avec la sécheresse, l'été 2017 a connu de nombreux incendies, surtout dans le sud de la France, et notre commune a été touchée plusieurs fois. Les origines des incendies ont toujours un rapport avec l'homme. Actes criminels, accidents, imprudence ou inconscience, absence de débroussaillement en zone à risque, malgré les obligations des propriétaires. Nos voisins de Villeveyrac et de Saint-Pons-de-Montchien ont été plus touchés. Chaque fois, on a frôlé la catastrophe. Mais la rapidité d'intervention des différents dispositifs engagés par le SDIS a permis de maîtriser les situations malgré la violence des vents. C'est dans ces situations que l'on mesure les moyens mis en place par le département pour la protection des populations et de l'environnement. Mais encore une fois, tout cela a un coût. Dans ces circonstances, on ne peut louer que le courage, l'engagement et la détermination des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Je tiens une nouvelle fois, à remercier ces hommes, ces femmes, qui, bravant les difficultés et au détriment de leur vie de famille, prennent des risques pour porter assistance aux personnes en détresse. Nous connaissons actuellement une sécheresse sans précédent. De nombreuses habitations connaissent de sérieuses dégradations liées à l'instabilité des terrains argileux qui couvrent une grande partie de la commune. La municipalité a engagé une procédure de reconnaissance de catastrophes naturelles auprès de la préfecture. Il n'est pas encore trop tard pour remettre votre dossier en mairie. Autre sujet brûlant, la question des logements sociaux. La loi Duflot du 18 janvier 2013 a élevé l'obligation de GIJA avec 5% de logements sociaux contre 20% antérieurement. Vu la pression démographique que nous connaissons et l'ouverture à la construction afin de recevoir les nouvelles familles dans les meilleures conditions, notre commune a du mal à atteindre les objectifs fixés par la loi. Malgré toute la bonne volonté de la municipalité et les différentes opérations réalisées ces dernières années, GIJA compte 9% de logements sociaux. L'État a arrêté ces chiffres au 1er janvier 2017, soit pour GIJA 222 logements, et ne tient pas compte des 7 logements livrés des Jardins d'Occitanie, des 66 logements de la résidence pour les seniors, prochainement livrés, et des 35 logements de la résidence des Balcons de la Gardiole à venir, soit 330 logements sociaux. Comme la très grande majorité des villes de notre taille, GIJA est soumis à une pénalité. Nous venons de recevoir le cadeau de fin d'année de M. le Préfet. Par arrêté préfectoral du 17 novembre 2017, M. le Préfet prononce la carence de la commune de GIJA au titre du bilan triennal 2014-2016. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune, c'est-à-dire la pénalité, eh bien, elle est majorée maintenant de 20%. Les droits de réservation dont dispose GIJA sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés à l'autorité administrative de l'État. La commune perd donc la main sur les attributions. Pour résumer, l'État appauvrit la commune, impose des familles venant d'autres secteurs au détriment
des familles gijanaises. Tout cela est désolant, car l'État fixe des objectifs inatteignables et ne prend pas en compte les réalités des territoires. En effet, le littoral méditerranéen, très attractif, reçoit chaque année de nombreuses familles, alors que d'autres régions se vident. Quelques chiffres: la région Occitanie accueille près de 51 000 nouveaux habitants par an et le département de l'Hérault, 15 130 habitants en moyenne chaque année. Bon, après ce tour d'horizon assez pessimiste, regardons devant nous et autour de nous et sachons profiter des atouts d'un territoire exceptionnel. Beaucoup de nos concitoyens n'en ont pas conscience, il est vrai, qu'à force d'habitude, on finit par ne plus rien voir. Pour en être convaincu, prenez la peine de gravir les collines de la Gardiole un jour de beau temps. À vos pieds se découvre notre territoire, le bassin de Thau, fait de paysages divers. La garrigue, humble couverture végétale et pourtant aux 1000 trésors cachés. La plaine, pendant longtemps soumise à la suprématie de la vigne, est maintenant en pleine mutation. Les lagunes qui prennent la couleur du ciel et constituent un lieu de prédilection pour de nombreux oiseaux. Les lits d'eau, ligne parfaite dessinée par les courants marins, et le temps qui marque la transition avec la Méditerranée. Les villages typiques avec leurs circulades, les jolis ports méditerranéens qui bordent l'étang de Thau. C'est la ville-centre avec son Mont-Saint-Clair et son port qui gagne sur Frontignan. Plus loin, votre regard se porte sur la baie d'Aigues-Mortes, les stations du littoral, Agde et le Mont-Saint-Loup. Au-delà, les Alberts, le Canigou. Plus près, mais plutôt au nord-est, le Pic Saint-Loup, les Cévennes. Et enfin, presque à vos pieds, Montpellier, métropole méditerranée qui s'étale devant vous. Gijan doit tirer profit de son environnement naturel et de son patrimoine historique pour se développer et créer de nouvelles richesses. Tout d'abord, notre environnement naturel. Avec plus de 5000 hectares, le massif de la Gardiole constitue un espace unique dans un bassin très urbanisé. Cette aglopole a mis en place un plan de gestion afin de préserver le milieu, gérer et concilier les différents usages et valoriser le patrimoine historique et vernaculaire. Les sentiers de randonnée ont été labellisés par le comité départemental de la randonnée pédestre et figurent dans le nouveau topoguide, l'héros à pied du Languedoc à la Méditerranée. Au départ du parking de l'abbaye, il vous est proposé une balade de 9,5 km qui est baptisée autour de l'abbaye, mais aussi un circuit plus long de 14,5 km baptisé Saint-Félix en Gardiole. Depuis la mise en place des balisages et des panneaux explicatifs, le massif connaît une nouvelle fréquentation d'amoureux de la nature. Au pied des collines s'étire la plaine dite de Fabrègue à Poussant. Elle est classée Natura 2000 car c'est une zone très propice à la biodiversité. La mutation de la monoculture de la vigne a créé une mosaïque paysagère riche qui a permis la croissance de la biodiversité et favorisé l'habitat pour des espèces menacées. Outardes, pigrièches, faucons, cresserellettes, reliers d'Europe. Le propre de la zone de protection spéciale est de protéger mais pas de sanctuariser et d'accompagner un développement harmonieux. En fait, la biodiversité est un facteur d'attractivité. Dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, un secteur a été réservé pour de l'hôtellerie de plein air. Afin de faire découvrir notre environnement proche, nous avons établi une carte Gijan à vélo et balisé plusieurs parcours sur chemins ruraux. Le patrimoine historique peut être aussi un nouveau vecteur de développement. Gijan a la chance de posséder un patrimoine historique très riche qui mérite d'être mis en valeur. Tout d'abord, l'abbaye Saint-Félix de Monceau, icône de la Gardiole,
L'association de sauvegarde a fait son maximum pour corriger les outrages du temps et des hommes. Maintenant, c'est l'AGLO qui va porter le projet de restauration sous couvert de la DRAC, en lien avec les bénévoles des premiers jours, et ainsi définir l'ossature d'un pôle culturel ambitieux. La municipalité s'est engagée dans un projet de réhabilitation du cœur médiéval. Le Studium urbain 5, inscrit au titre des monuments historiques depuis le 7 novembre 2016, va être restauré. Les premiers travaux ont commencé. Il doit devenir un pôle culturel en rapport avec le patrimoine et l'histoire locale. Depuis peu, la mairie est propriétaire de la maison qui jouxte l'ancienne église. Cette maison, ainsi que celle adossée et de l'arrière, ainsi que celle qui est adossée à l'arrière, était occupée au XIIIe, XIVe siècle par le représentant de l'évêque de Maguelone, seigneur de Gijan. C'était lui qui, en quelque sorte, réglait les affaires communales. Au printemps, elle deviendra la maison des pèlerins. Pourquoi? Depuis 2010, avec le comité départemental de la randonnée pédestre et la pastorale tourisme et loisirs du diocèse de Montpellier, nous travaillons à faire revivre l'antique chemin des Romues qui menait les pèlerins soit vers Rome, soit vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Gijan était une étape sur la voie du Piémont pyrénéen. Dernièrement, le 14 décembre 2017, le tracé a été pour le département de l'Hérault et quelque peu modifié en raison de l'urbanisation de notre département. Les pèlerins ou autres marcheurs venant de Montpellier, Fabrègues, arpenteront la Gardiole, s'arrêteront à l'abbaye Saint-Félix de Monceau, descendront sur Gijan pour trouver un hébergement. Entre Montpellier et Béziers, après Saint-Ibéry en 2017, Gijan ouvrira son gîte au printemps 2018 pour une dizaine de personnes. Des pèlerins, sacs sur le dos, qui consommeront local bien sûr. À nous de bien les recevoir. Nous travaillons aussi avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Hérault sur la réhabilitation du cœur médiéval. C'est un projet sur du plus long terme avec la mise en valeur des 2 portes et des remplarts rue du Jeu de Ballon. L'aide à la réfection des façades est étendue aussi à la circulade. La municipalité est très soucieuse de la protection de l'environnement, de la préservation, de l'amélioration et de l'embellissement de votre cadre de vie. Afin d'améliorer les pratiques phytosanitaires, Gijan a adhéré au programme Vert Demain porté par le syndicat mixte du bassin de Tours. L'usage des pesticides est abandonné dans la gestion des espaces verts, voiries, terrains de sport et cimetières. Cela demande plus de bras et plus de temps pour l'entretien. Soyez donc plus indulgents et ne regardez plus les herbes folles comme des indésirables. Mais rien n'empêche aussi aux riverains d'intervenir devant chez eux. D'ailleurs, de nombreux anonymes participent à l'effort collectif et je les en remercie. Un agent municipal assure depuis peu l'entretien quotidien du cimetière. La commune va se doter de matériel de désherbage alternatif. Les plantations sont mieux adaptées à la sécheresse et nécessitent moins d'eau d'arrosage. Depuis 3 ans, Gijan participe au programme départemental des villes et villages fleuris et a obtenu, dans la 3e catégorie, le 1er prix départemental. Je remercie les élus qui portent ce programme et les agents municipaux qui apportent leur savoir-faire et leur originalité. Notre commune s'inscrit aussi dans une démarche d'une plus grande sobriété énergétique et d'un développement des énergies renouvelables. Un plan de rénovation de l'éclairage public est engagé avec Hérault-Énergie afin de remplacer progressivement les candélabres consommateurs d'énergie. En 2017, cela a concerné la rue de la Serpe, l'espace de la Gardiole, la rue des Fauvettes, la rue des Pinsons, la rue des Alouettes et la place des Rossignols. En 2018, seront remplacés les candélabres de l'avenue de Poussan, de l'avenue de la Gare,
de la rue de Cournonterral, de la rue des Grisettes, de la rue des Bergeronnettes et de la rue des Lavandins. La rénovation de la salle polyvalente qui va démarrer en ce début d'année va permettre son isolation thermique, l'installation d'un chauffage et d'une climatisation économe et le remplacement des projecteurs par des LED. La couverture de la halle des sports par des panneaux solaires a reçu un avis favorable des services d'urbanisme. Une demande de permis de construire pour la pose d'ombrières productrices d'électricité solaire sur le parking des arènes va être déposée. Le nouveau groupe scolaire qui sera implanté au Mas de Peyre sera un bâtiment à énergie positive. Il produira plus d'énergie qu'il en consommera. Dans le cadre des travaux de requalification du centre-ville, une borne de recharge électrique avec 2 points de charge a été installée rue de l'Hôtel de Ville, aménagement et financement porté par l'aglo. Enfin, je rappelle que cette agropole Méditerranée aide à l'achat de vélos électriques, mais aussi, c'est la nouveauté, à l'achat de trottinettes électriques dont le moteur est égal ou supérieur à 350 watts. Vous trouverez sur le site de l'aglo toute la démarche à suivre, mais ne tardez pas. Toujours dans l'esprit de la promotion du déplacement doux, la ville prépare une journée écomobilité. Elle aura lieu le dimanche 13 mai. Faisons maintenant le rappel des travaux réalisés en 2017 et des faits marquants. Lors de sa séance du 21 décembre, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Il est désormais applicable. Les travaux de requalification du centre-ville sont terminés. Travaux d'envergure puisque nous avons repris tous les réseaux secs, les réseaux d'assainissement et d'eau potable, l'éclairage public et les voiries. La démolition de plusieurs bâtiments a permis d'ouvrir ce centre-ville étriqué. Les piétons se déplacent avec plus de facilité et en sécurité sur des trottoirs plus larges et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et l'accessibilité aux locaux commerciaux n'a pas été oubliée. Il y a plus de places de stationnement. La Marianne et la stèle du monument aux morts ont retrouvé leur splendeur. L'éclairage public a été totalement renouvelé. Il n'y a plus de zone d'ombre, ce qui rassure le soir dès la nuit tombée. Depuis le 1er décembre, la mairie et la Marianne se parent des couleurs de la République, bleu, blanc, rouge. Enfin, afin de préserver la tranquillité publique, la vidéoprotection a été renforcée. Cette métamorphose du centre-ville a été reconnue au niveau national. En effet, le 22 novembre 2017, la Fédération nationale des travaux publics m'a remis à Paris, dans le cadre du Salon des maires, le trophée des infrastructures et de la croissance verte. Un bel hommage pour notre ville et une reconnaissance pour le travail accompli. Autre marqueur important, la statue monumentale du lion de Gijan surplombe désormais le rond-point Marcelin Albert, à l'entrée ouest de la ville. Elle est l'œuvre de Christian Bonnier, conseiller municipal, délégué à l'animation et au cadre de vie, et de messieurs Poquet, père et fils, de l'entreprise Silaire, installée à la zone d'activité Saint-Michel. Le service technique de la ville a collaboré à cette œuvre. D'autres aménagements ont permis d'améliorer les équipements municipaux. Un nouveau chauffage a été installé dans la salle de danse. Un jardin d'enfants a été ouvert dans le nouveau quartier du Mas de Peyre. À l'école Paul-Émile Victor, toutes les boiseries extérieures ont été reprises et un local pour le stockage de matériel a été construit. À l'école Aruntaziev, la cour de récréation a été réaménagée avec le traçage de nombreux jeux proposés par un groupe de travail d'élèves. Dans les 3 écoles, les élèves ont renoué avec la semaine des 4 jours et ils ne sont pas mécontents. Les anciens ne sont quand même pas oubliés. La résidence senior, l'air du temps, avec ses 66 logements, sera livrée cette année. De nouvelles activités sont proposées dans le cadre de l'âge d'or par Anne Inéran, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, et Raymond Molino, animateur sportif municipal, sortie pédestre et gymnastique douce adaptée en salle.
Voilà pour 2017. 2018 connaîtra aussi de grands travaux. Démolition du château d'eau en ce début d'année. Rénovation de la salle polyvalente et de ses abords. Construction d'une salle de sport dédiée aux arts martiaux. Création d'un pub track, secteur terrasse du Levant, jardin de l'Abbaye. Cet équipement aura vocation à accueillir les pratiques du VTT, BMX, draisienne, trottinette, roller et skate. Et enfin, nous allons arrêter le choix de la maîtrise d'œuvre pour la réalisation du 4e groupe scolaire dans le cadre d'un concours. Enfin, le projet de requalification de la traversée de Gijan avance. Le département, maître d'ouvrage, nous a présenté des propositions d'aménagement formulées dans le cadre de l'étude préliminaire. Alors maintenant, comme le veut la tradition, je vais passer au remerciement. Pour finir, je remercie tous les acteurs qui font la vie de notre ville. Tout d'abord, les agents municipaux qui contribuent au bon fonctionnement des services et s'emploient à rendre notre ville plus agréable. Ils sont très sollicités et souvent leur travail n'est pas reconnu car on les voit sous d'autres clichés. La police municipale et la gendarmerie ainsi que le corps des sapeurs-pompiers qui assurent votre sécurité. Tous les bénévoles des associations qui se dévouent pour apporter du dynamisme et du renouveau dans les domaines de la culture, du loisir, du sport, mais aussi du lien social et de la solidarité. Tous ceux qui, par leur fonction, proposent les meilleurs services aux Gijanais, commerçants, artisans, corps médical, enseignants. Enfin, je voudrais remercier mon équipe qui travaille à mes côtés pour améliorer les services, apporter de nouveaux équipements, animer et préserver votre cadre de vie. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile quand on doit faire face à la complexité de la législation et à ses contraintes, aux méandres de l'administration, à l'impatience, mais aussi à l'incivisme. La période des vœux est une période optimiste où l'on place beaucoup d'espoir dans la nouvelle année. Des vœux pour notre pays et l'humanité. Que les efforts qui sont demandés aux Français contribuent vraiment au redressement du pays. Que les dirigeants du monde prennent conscience de la réalité du réchauffement climatique et prennent les bonnes décisions. Que la violence et la haine qui créent tant de souffrance et de misère reculent dans ce monde blessé par les exactions des hommes. À toutes et à tous, au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018, une bonne santé, du bonheur et des joies familiales et la concrétisation de vos projets. Je vous remercie.